que ça suffit pour, disons, désamorcer, provoquer le renoncement, provoquer, disons, ou produire, disons, un petit peu ce sentiment de fatalité qui va consister à dire on ne peut rien faire contre ce système-là, j'en suis pas sûr. Mais ce que je constate, c'est qu'avec beaucoup d'habileté, eh bien, on a quand même un usage, on va dire, politique qui est fait de la peur, de l'inquiétude et de la menace à des fins de politique intérieure. On a vraiment le sentiment que c'est extrêmement bien fait. Et il est clair que dans un contexte où, disons, l'Algérie n'est pas confrontée par rapport à d'autres pays, disons, à des problèmes, disons, élémentaires de base. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, j'ai bien lu le dernier rapport algérien là-dessus, 70% de la population vit avec 30 000 dinars par mois. Donc ça, les chiffres sont clairs, les problèmes sont là. 70% du salaire des Algériens est consacré à des besoins alimentaires. C'est considérable à ce niveau-là. Mais globalement, l'eau, l'électricité, etc., les salaires en sont versés, toute une série de mécanismes de base sont disponibles, ce qui peut-être, du point de vue algérien, les autorités algériennes, permet de dire l'essentiel est produit, la sécurité est là, donc aller au-delà serait prendre un risque conséquent. Donc je crois que un premier enjeu politique qui est vraiment l'exploitation politicienne, disons-le, de cette menace régionale. Grosso modo, c'est comme si plus on fait peur, plus on espère que ce sera, disons, ce sera le calme en Algérie. Deuxième, à mon avis, peut-être je conclurai là-dessus, parce que je veux pas. Deuxième, disons, interrogation, c'est tout de même les transformations et les changements politiques. Je dis le terme, même s'il y a eu des décès en Tunisie, pacifiques. La Tunisie a certes connu une période, il y a 2 ans, dure, violente, etc. Mais le fait qu'elle soit parvenue en 3 ans à une constitution dans laquelle un État civil est, disons, institutionnellement, disons, mis en avant et que le consensus politique soit parvenu, c'est quand même, pour l'Algérie, dans son voisinage le plus proche, une illustration qu'il est possible de trouver une issue politique pacifique à l'instauration d'un régime pluraliste et, disons, démocratique. Tant qu'il n'y en avait pas dans la région, l'Algérie pouvait toujours dire bien, c'est pas pour nous ici. Pourquoi? Parce qu'on n'y arrivera pas. Or, aujourd'hui, ce qui se passe en Tunisie, sans doute aura à court ou moyen terme, je pense, des influences sur la région, si bien évidemment cette expérience se consolide. Sans doute que ce qui est le plus dommageable pour l'Algérie, c'est que finalement l'Algérie n'a pas, disons, je dirais, de pression extérieure amicale. Il ne s'agit pas de conditionnaliser quoi que ce soit sur l'Algérie. N'a pas de pression extérieure parce que finalement les autorités algériennes ont énormément de chance sur le plan international. Elles ont eu 2 chances incroyables dans les années 2000. L'envolée du prix du pétrole, de 30 $ à plus de 100 $, sans que le président Bouteflika n'y soit pour quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que la Chine et l'Inde émergeaient et qu'il fallait consommer du pétrole. Donc le pétrole a flambé. Deuxième chance incroyable, c'est les attentats du 11 septembre. Ben, la troisième, elle est sous nos yeux, c'est la menace de la Russie à l'Ukraine, et en particulier en approvisionnement de gaz. Plus la Russie fera peur à l'Europe avec son gaz, moins les Européens ne chercheront à dire quoi que ce soit sur l'Algérie, parce que l'Algérie est le 3e fournisseur de gaz de l'Europe. Donc, c'est une chance incroyable, c'est-à-dire que si finalement les Européens avaient moins besoin de gaz, ils seraient peut-être plus exigeants, plus critiques, plus discutants. Mais le fait que, déjà, ils ont des problèmes avec la Russie, ils ne vont pas, mais alors absolument pas, chercher à dire quoi que ce soit en Algérie sur les élections ou sur ce qui pourrait être la conséquence de ces élections. Et là-dessus, c'est vrai que les autorités algériennes, quand on regarde sur 15 ans, notamment le président Bouteflika, on se dit c'est incroyable comment sur le plan international il a disposé de, disons, de chances, d'atouts, on va dire, rares, du point de vue, disons, international, sur le plan pétrolier, sur le plan sécuritaire, sur le plan, disons, gazier, autant d'atouts qu'il a su exploiter en faisant en sorte que plus les problèmes des autres se développaient, plus l'Algérie pouvait, entre guillemets,
disons, étouffer les siens et faire en sorte qu'on serait moins exigeant sur sa manière de les gérer. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Avant de passer aux questions du j'aimerais vous poser juste une ou deux questions, notamment sur les différentes menaces que vous avez présentées en ce qui concerne la situation algérienne. Dans la grille d'analyse de certains dirigeants algériens, l'Algérie serait dans une situation d'encerclement. Un discours sur la situation par rapport à la frontière marocaine. Le Maroc est considéré comme un ennemi potentiel de cette grille d'analyse. Au sud, il y a la présence des troupes françaises. À la frontière libyenne, on a un État qui est en situation qui va dire en place et les miliciens font la loi un peu partout, même à Tripoli. Donc, chez quelle mesure cette grille d'analyse est vraie? Est-elle audible auprès de la population algérienne? Et est-ce que cette grille d'analyse permet finalement de renforcer le régime algérien actuel? Je réponds tout de suite, oui. Okay. Bon, disons, si on commence par la première, la menace française au nord du Mali, elle est difficile parce que c'est l'armée algérienne qui fournit l'essence. Alors si elle était inquiétante, on ne fournirait pas l'essence. Donc au nord du Mali, il n'y a pas une menace française. Il y a peut-être une menace beaucoup plus de contrôle sécuritaire d'un territoire, etc. Sur la menace marocaine, il est clair que depuis 1963, il n'y a pas, disons, il y a toujours ce paradigme de la sécurité orientale, etc. Moi, je n'ai pas le sentiment que, du point de vue maroco-algérien, on ait une telle divergence d'intérêts que la guerre soit la seule solution pour les régler. Finalement, quand on regarde objectivement les facteurs à la fois au Maroc et en Algérie, on voit bien que le Maroc a besoin de sécuriser sa profondeur saharienne. Il a son exploitation du phosphate. Le Maroc est le premier producteur de phosphate. 80% des réserves mondiales du phosphate sont au Maroc. Le Maroc n'a aucun intérêt à avoir une guerre régionale. C'est absolument pas l'Algérie a 98% de ses revenus extérieurs proviennent du pétrole. Son pétrole est dans la profondeur saharienne. Aucun des deux pays n'a intérêt à la guerre, c'est très clair. Ensuite, ce qu'il y a en revanche, c'est que les deux pays ont plutôt un intérêt à un affrontement idéologique, politique et médiatique qui permet la fabrique d'une identité nationale. L'Algérie, officiellement, n'a plus la guerre, disons, contre la France pour nourrir une alimentation idéologique régionale. Le Maroc est quand même, je le dis, enfin, c'est quand même le symbole très utile pour l'Algérie. Chaque fois que ça ne va pas, on met sur le Maroc. Et le Maroc fait la même chose. Chaque fois qu'il y a des problèmes au Maroc, on tape sur l'Algérie. Donc c'est un bon usage national politique. Et je crois que les populations ne sont pas dupes. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas sûr que... Je ne crois pas qu'elles croient vraiment à ce qu'on leur raconte là-dessus. Sur la Libye, c'est un vrai problème pour l'Algérie, parce que la Libye va poser un problème stratégique pendant au moins une dizaine d'années. Parce que les Libyens, ils sont confrontés à un problème assez épineux. Ils ne veulent plus vivre ensemble. Je vous fais un très bref historique de la Libye, mais pour bien comprendre leur problème, c'est que la Libye est un pays qui a été fabriqué par l'Italie entre 1911 et 1942. Voilà. Avant 1911, la Libye n'existe pas comme on la connaît. Il y a une régence ottomane dans une province qu'on appelle, disons, à ce moment-là, un petit peu la région en Afrique du Nord, Libye, comme ça, mais sans véritablement avoir les frontières que l'on a. On a trois grandes régions à l'intérieur, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan, mais ces trois régions-là sont quasiment autonomes, elles n'ont pas de centre, etc. Et c'est seulement l'Italie, quand elle va coloniser la Libye, qu'elle va récupérer ces trois régions et fabriquer la Libye qu'on connaît maintenant. De 51 à, disons, à 69, la Libye est un État fédéral. Le monarque libyen, Idriss Ier, c'est un État fédéral, décentralisé. C'est-à-dire que la capitale, c'est pas Tripoli, c'est El Beida, et chaque grande ville fait ce qu'elle veut, grosso modo. Et c'est seulement Kadhafi qui va essayer de fabriquer un État centralisé. Il va obliger les autres Libyens à vivre comme lui en Libye, etc. Sauf qu'il va y avoir des insurrections, des complots, des condamnations. Les Libyens n'accepteront pas cela. Et quand il va y avoir la désintégration du système kadhafien, les Libyens vont vouloir revenir à leur système à eux. Donc qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? C'est un État fédéral. Ils le disent clairement. Si vous êtes à Benghazi, les gens disent que Tripoli, c'est une ville qui les a volés.
que Benghazi ne veut pas obéir à Tripoli. Si vous êtes dans le Sahel, ils vous disent mais nous on n'a rien à faire des Libyens du Nord. Donc on sent bien la difficulté de revivre ensemble. Le problème c'est que pour arriver à un État décentralisé, fédéral, pacifique, ça va prendre un peu de temps. Et si on n'y arrive pas, on peut arriver à des sécessions territoriales, exactement comme le nord de l'Irak par exemple ne veut pas vivre avec les Arabes d'Irak. Vous allez dans le nord de l'Irak, à Erbil, les Irakiens, les Kurdes de l'Irak vous disent mais nous on était avec les Irakiens parce que c'est les Anglais qui nous ont obligés à être Irakiens en 1917. On n'a jamais voulu être Irakiens. Maintenant qu'on est libéré des Arabes, on veut être libre. On veut notre État, notre indépendance, notre autonomie. Vous allez dans le sud du Soudan, les Soudanais vont vous dire dans le sud, on n'a jamais voulu être avec Khartoum. C'est les Anglais qui nous ont fait le Grand Soudan comme ça, c'est pas nous. Donc maintenant, nous on se libère de ça. En Libye c'est pareil. C'est un peu compliqué parfois à accepter, mais ça fait partie de l'histoire de ces pays où les gens vous disent mais on n'a pas envie d'être dans un État-nation centralisé, etc. Bon. Pour l'Algérie, ça pose un problème. Parce que le temps que les Libyens trouvent la formule politique qui va leur permettre d'être stabilisés, ça c'est grave pour l'Algérie. Parce qu'entre-temps, il va y avoir des sacrés problèmes de sécurité, des problèmes de frontières, des problèmes également disons, l'Algérie avait des grands projets pétroliers avec le Nigeria, faire venir le pétrole du Nigeria vers l'Algérie dans le sud, remonter. Tout ça aujourd'hui, avec ce qui se passe en Libye, c'est pas pour demain, dans ce cadre-là. Donc, moi il me semble que du point de vue algérien, il y a un vrai problème, c'est la Libye, sur le plan sécuritaire. Il y a un deuxième vrai problème, c'est la démocratie en Tunisie, qu'on oublie. Alors, on en a deux de problèmes en Algérie. On a la sécurité en Libye et la démocratie en Tunisie. Et ensuite, on a un Sahel qui, tant que l'Algérie ne voudra pas assumer, entre guillemets, une coopération militaire, posera problème. Donc on va prendre des questions du public. On va prendre quelques questions. M. Denis Martin, vous allez répondre et après on reprendra d'autres questions. De l'association marocaine de merci pour l'éclairage apporté sur la situation sécuritaire algérienne et la perception que le régime algérien en fait, quoi. Néanmoins, moi je reste un peu sur ma fin, parce que je m'attendais sur la situation géostratégique de l'Algérie, pour aller voir des perspectives économiques, culturelles, beaucoup de choses que la question sécuritaire, parce que ça ne résume pas seulement sur la question sécuritaire du centre. À mon avis, c'est, comment dire, la situation de la région, elle a été minée depuis l'adoption par l'OUA à l'époque de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Et à partir de là, tous les problèmes de l'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie, etc., ils ont été à des secousses, à des crises, à répétition qui ont été de part et d'autre, on en usé et abusé pour des besoins de politique et de domination intérieure. Voilà, la question de... Et à partir de là, moi je me demande maintenant, actuellement, avec le chamboulement du monde, la globalisation, mondialisation, avec la révolution dans le monde arabe, avec tout ça, avec ce bouge dans le monde, la révolution informationnelle, etc. Dans quelle limite un régime, quel que soit le régime, pas seulement algérien, peut arriver ou résigner la nation à délimiter les frontières, sachant que ces frontières elles-mêmes, maintenant, ils sont très passoires, parce que l'information circule. Prenons le Maroc, à peu près, il y a 15% de la population qui vit à l'étranger. Je ne sais pas le chiffre exactement d'Algériens qui vivent à l'étranger, pas seulement en France, etc. Et tout ça fait qu'il y a un mouvement d'idées, un mouvement des gens, etc., qui font résumer les questions de la nation à la frontière par recours inopérant à l'avenir. Ils sont de plus en moins Question. Oui, essayez d'être un peu bref, pour répondre un maximum de questions. Voilà,
ma question c'est ça en fait. Dans quelle mesure cette histoire d'articulation de l'intérêt national à travers les conflits frontaliers, soit avec l'île, la Tunisie, le Maroc, etc. Par contre, juste une question, j'ai entendu dire que le Maroc, donc je ne défends pas ce gouvernement, de là, mais il semble qu'il y a un peu d'exagération, que le Maroc a mis au niveau des instances internationales la question soit est-ce que le Maroc il a fait des démarches auprès de l'ONU, etc., pour exposer l'autodétermination du peuple, je veux dire, entre guillemets, etc. Sachant moi, personnellement, je suis plus motivé par une unité du modèle. Merci. On va prendre deux ou trois autres questions. Présentez-vous s'il vous plaît avant de poser la question. Donc on va faire le tour de table. Bonjour. Juste une petite question. Quel est l'intérêt du régime algérien justement de fermer toujours les frontières avec le Maroc? Oui. Alors, moi je suis un peu inquiet parce qu'il y a un sérieux problème de méthode quand on traite aujourd'hui de la survie du régime algérien, car c'est ça le fond du problème. C'est comment s'est organisé, se construit, se constituer les éléments de survie du système algérien. L'analyse que vous en faites, elle est bonne, mais totalement insuffisante. Moi je travaille depuis 3 décennies sur la question pétrolière. Je ne vais pas revenir à la question de là. Et je ne peux pas ne pas souligner, parce que dans tous les discours officiels, le discours de l'opposition, la question des hydrocarbures, la question du pétrole et du gaz est totalement absente. Nous sommes 4 ou 5 personnes à Alger, je suis professeur à l'Université d'Alger, nous avons écrit à tous les candidats pour leur dire comment ils envisagent la fin de la spécialisation internationale de l'Algérie, qui vient d'ailleurs d'être bousculée par des considérations totalement géologiques. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz en Algérie. Les réserves sont en cours de déclin de manière très sensible. Personne ne nous a répondu. Personne. Et cette question qui est éludée systématiquement, sur laquelle il y a un consensus total entre le personnel politique, les fractions du pouvoir, de vous parler, monsieur, sont toutes en cohérence pour à la fois exclure cette question du champ politique et du débat politique citoyen. Il y a 2, 3, 4 personnes qui gèrent depuis une quinzaine d'années le secteur des hydrocarbures. Aucune discussion, aucun débat, même des structures officielles, des institutions officielles comme le Conseil national de l'énergie, qui est une création conforme aux moyens de gestion de la société instaurée par le régime, ne s'est pas réuni depuis janvier 1999. Dans ce conseil, il y avait toute la bureaucratie, tous les segments de la bureaucratie, JTIA, ministère, armée, etc., qui tournaient autour de ça. Même formellement, le système actuel l'a complètement neutralisé. Alors, dans la bonne grâce que vous parlez aujourd'hui de l'Algérie, la bonne grâce internationale aujourd'hui acquise par l'Algérie, moi je vois la question fondamentale des hydrocarbures. Ce n'est pas par des formations intellectuelles que je parle de ça. Depuis une trentaine d'années de concession en concession. Aujourd'hui, je vais vous citer quelques exemples. Aujourd'hui, la Sonatrach ne produit qu'à peine 40% de la production physique du pétrole. 60% de la production physique du pétrole est assurée par les compagnies étrangères, dont 50% sont assurées par 3 compagnies pétrolières américaines. Voici une réalité. Dans le gaz naturel, 25% de la production nationale du gaz naturel est désormais acquise par
les compagnies pétrolières. Et ce niveau, en 1991-92, les niveaux d'intervention dans la production du capital étranger étaient de l'ordre de 1%. Aujourd'hui, on est à peu près à 60% dans la production physique de pétrole. C'est des choses qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut comprendre. Autre chose. Et pour des raisons tout simplement géologiques aujourd'hui, tous les experts s'accordent pour dire qu'on est en phase de tassement et déclin de ressources pétrolières aujourd'hui. Or, dans son affolement, le régime aujourd'hui d'organiser la fuite en avant. Pour le gaz de schiste, comme on est pour le gaz de schiste, vous voyez combien il est difficile de prendre une décision. Eh bien, le gouvernement vient de débloquer 13 milliards de dollars pour démarrer l'exploration et la production du gaz de schiste en Algérie. La Sonatrach, elle seule, doit investir pour les 5 années à venir, le plan quinquennal, 100 milliards de dollars. L'ensemble de l'agriculture, de l'industrie, des services en Algérie, dans le quinquennat qui vient, ne peuvent investir que 30 milliards de dollars. Je ne veux pas vous écraser le chiffre. Ça veut dire qu'il y a un découplage, qu'il y a une internationalisation du secteur des hydrocarbures. D'ailleurs, on a compensé par ça, en ouvrant les vannes à la Sonatrach, on lui a dit « internationalisez-vous ». Et la Sonatrach, tout en s'internationalisant, ça veut dire on va investir dans des terminaux de gaz, on a acheté partout des terminaux de gazification. 2 aux États-Unis, 1 au Portugal, un en Espagne, etc., pour aller vendre son gaz constitué dans la distribution. Et elle s'est complètement détachée de la production, c'est là où se font précisément les rapports de force. Vous voyez très bien qu'il y a une situation. Et dans cette évolution, évidemment, se sont constituées des alliances internationales. Les États-Unis d'Amérique n'étaient pas présents au début des années 2000 dans le secteur des hydrocarbures algériens. Aujourd'hui, ils ont une excellente part, dont particulièrement la compagnie pétrolière Anadarko, où les capitaux des bourses est présents massivement, qui a un accès direct à la mise en blanche, qui produit aujourd'hui 25% de la production physique du pétrole algérien. Alors vous voyez un peu comment ce sont... Hein? La question, madame, c'est qu'on ne peut pas. C'est vrai qu'il faut faire ce discours super structurel, etc., montrer la guerre entre le personnel politique, constituant le système en place, etc. Mais il ne faut pas oublier ces tendances lourdes qui sont fondamentales. Et moi, je suis très inquiet, tout simplement, c'est ça ma question, c'est que personne ne s'en préoccupe. Aucun candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle ne parle de ce qu'il y a lieu de faire les hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes dans une spécialisation qui nous étrangle dans le secteur des hydrocarbures, dans la vente de pétrole et de gaz, et personne n'en parle. Alors, non seulement il y a le risque de déclin de la production locale pour des raisons géologiques, etc., mais ça a créé une dépendance extraordinaire qui a permis précisément la corruption, parce que le fait intégriste a été réglé par l'argent de pétrole. Les repentis étaient tarifés en Algérie. Vous savez très bien. On parlait de 50 millions à chaque maquisard qui descendait de l'échelle. Personne ne peut, aucun État. On va laisser M. Denis Martinez répondre donc aux questions qui ont été posées et après on va refaire un autre tour de table. Et j'en profite vu qu'il a repris la parole pour poser quand même une autre question. Vu que les intervenants ont parlé de relations finalement franco-marocaines, que ce soit principalement à travers la question de l'intangibilité des frontières ou de la fermeture de la frontière entre les deux États. Moi, ma question, ce serait par rapport à la troisième menace que vous avez présentée du point de vue algérien qui était l'arrivée en force du Maroc dans la région du Sahel. Et c'est de savoir si ce n'est pas lié également à un recul finalement de la diplomatie algérienne dans la région, lorsqu'on sait que par exemple depuis l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir, il ne s'est jamais rendu dans cette région, qui est censée être la profondeur stratégique de l'Algérie. Et est-ce que la question qui se pose immédiatement après ça, c'est de savoir si l'Algérie a une véritable politique africaine, une diplomatie africaine. Merci pour vos questions et commentaires. Moi, je voudrais aussi juste
rappeler que dans la... on a été demandé, comme présentation, c'était d'aborder des questions régionales, donc, et pas de survie du régime, et pas, disons, vous avez entièrement raison sur les variables qui permettent au régime de survivre, les hydrocarbures en sont une, etc. Mais voilà, c'était pas ce qu'on avait demandé comme présentation. Alors, peut-être un peu dans le désordre, j'essaie de répondre aux questions qui ont été formulées. L'intérêt, par exemple, de fermer la frontière, enfin de ne pas ouvrir la frontière, ou de maintenir fermer la frontière avec le Maroc, ça s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une guerre d'usure. C'est-à-dire que les autorités algériennes partent du principe que le coût de la fermeture est supérieur pour le Maroc que pour l'Algérie. Parce qu'ils estiment que, grosso modo, il y a plus de personnes qui auraient intérêt au Maroc à avoir la frontière ouverte que fermée. Donc, pour maintenir une pression diplomatique ou une pression quelconque sur le Maroc, la fermeture ou l'ouverture est une variable de négociation. Voilà. C'est une variable de négociation. Et par moment, on va ouvrir certaines frontières, par exemple aériennes, on va accepter qu'il y ait des échanges, mais on va fermer celles qui étaient restreintes. Ensuite, on peut trouver des prétextes pour la fermer, la sécurité, le trafic, tout ça, mais ça résiste à aucune analyse sérieuse du point de vue de la sécurité des frontières. C'est une variable dans la négociation. Voilà. L'Algérie n'a pas beaucoup sur le Maroc. Le Maroc a des atouts dans sa négociation beaucoup plus importants. Il a des pays avec lui comme la France, l'Espagne, les États-Unis, qui partagent son même point de vue sur la question du Sahara. L'Algérie a son gaz par rapport à l'Europe. Elle a un petit peu, disons, aujourd'hui son armée par rapport au Sahel, si on lui demande de faire la police. Mais elle a moins d'atouts du point de vue diplomatique que le Maroc a su développer. Et je pense que c'est une des seules variables que le Maroc peut faire peser, que l'Algérie peut faire peser sur le Maroc. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle, bien rationnelle, on peut trouver plein d'explications, mais il n'y a pas d'explication rationnelle à la fermeture de cette frontière, si ce n'est l'utiliser comme une variable de pression dans la négociation avec le Maroc et ses partenaires extérieurs. Alors ensuite, sur, disons, un petit peu le rôle ou le poids que les Touaregs dans la négociation marocaine, en fait, je fais référence surtout au congrès international que le Maroc a monté à Rabat, je crois que c'était en novembre 2013, où une série de chefs d'État africains et européens sont venus. Et là, on a dans le document officiel des affaires étrangères marocaines le fait que le Maroc est soucieux des populations locales. Non, la population différente. On ne parle pas du Sahara, parce que pour le Maroc, ça ne fait pas partie du régional. Le Sahara est marocain. Population, c'est pas la terminologie, c'est pas que... Ah non, c'est population. Non, voilà, oui, mais attention. Ensuite, il y a la question Azawad qui est mise en avant. Et quand on prend la question Azawad, pour les mouvements Azawad, ça renvoie à ce moment-là. Alors, on va laisser monsieur Denis non, je veux juste dire, je ne dis pas que le Maroc est monté à un niveau, diplomatique tel qu'il va mettre sur l'agenda international la question touareg. Ce que je veux juste dire, c'est que le Maroc, très habilement, a mis dans les tuyaux régionaux la question de l'Azawad. Maintenant, c'est une question de degré d'intensité avec l'Algérie. Vous voyez, elle est en perspective. Mais je pense que c'est plutôt vu comme cela par beaucoup. C'est-à-dire que c'est mis dans les tuyaux. C'est de bonne guerre, tout à fait. Et c'est habile, c'est extrêmement habile à ce niveau-là. Alors, sur la question, disons, des hydrocarbures, vous avez raison. Je crois que, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'est 16 ans pour le pétrole et 25 ans pour le gaz. Disons, les ressources actuelles, au regard de la prospection faite jusqu'à aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une situation, on va dire, sur le plan des hydrocarbures, il y a une insécurité à terme. Le pétrole ne se compte pas en nombre d'années, c'est une courbe. On est sur le versant descendant de la courbe aujourd'hui en matière de réserve. Ça ne se compte pas en années comme ça. Ça, c'est la comptabilité américaine que nous avons héritée, etc. Le pétrole, en termes de courbe de production, c'est une courbe. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui sur le côté descendant de la courbe. Ce que je veux mettre en avant, c'est le fait qu'au niveau actuel de production de l'Algérie, on sait qu'on en a, si on reste à ce niveau-là, pour 16 années d'extraction de 1,5 million de barils par jour, et pour 25 années au niveau
m'intéresse. Ce qu'il faut, disons, soulever, c'est que moi je peux comprendre que les autorités algériennes n'aient pas envie de mettre cette question-là, parce qu'elle est explosive. Elle signifie que l'Algérie a passé les 20 dernières années à ne pas réfléchir à un modèle économique hors hydrocarbures, d'une part. Elle signifie également que plus de 500 milliards de dollars ont été dépensés en dépenses publiques. Je reprends l'expression d'un économiste algérien, sans qu'il y ait une économie algérienne. On a dépensé 500 milliards de dollars sans qu'il y ait une économie. C'est quand même assez inquiétant. Ça en dit beaucoup sur la gouvernance, en fait. Ça en dit beaucoup sur l'économie algérienne. Et puis surtout le fait que plus l'Algérie avance, disons, dans le temps, plus sa démographie augmente, plus sa consommation en énergie augmente, et plus à terme on sait que l'Algérie aura de moins en moins de possibilités d'exporter ses hydrocarbures parce qu'elle les consommera. Et là, on a des exemples devant nous, qui sont le Venezuela, qui sont les pays où on voit bien que quand finalement on n'anticipe pas l'avenir, les problèmes structurels sont devant. Donc je crois que pour toutes ces raisons-là, on peut comprendre qu'elle ne souhaite pas. Ce qui est peut-être dommageable, c'est que, disons, non seulement on ne parle pas de cela, mais je trouve qu'on ne parle pas non plus, ou quasiment pas, de la gestion, finalement, des avoirs de l'Algérie avec l'étranger. L'Algérie dispose d'un portefeuille de 200 milliards de dollars estimés à l'étranger. C'est colossal, c'est son PIB carrément. Et ces avoirs-là, il n'y a quasiment pas ou très peu d'informations sur leur gestion, leurs usages, leurs intérêts, leurs banques. C'est comme si on avait mis 200 milliards à l'étranger. Si on les place à 4 ou 5% d'intérêt ou 6%, enfin, ça fait beaucoup d'argent. Et on ne sait pas dans quel cadre ils ont été placés, investis, pourquoi, comment, avec quelle banque partenaire. Il y a quelques informations comme ça parfois. On vous dit, leur stock, c'est alors tant en Europe, un petit peu aux États-Unis. Enfin, on parle de 200 milliards de dollars, on ne parle pas de 10 millions ou de 50 millions. Et moi, je trouve beaucoup plus scandaleux qu'on ait moins de débats sur ce placement-là, et finalement, que sur les hydrocarbures. Donc,